1959, Massachusetts. On nous emmène dans une école primaire et on fait la connaissance d'une jeune fille, Lucinda, debout toute seule dans la cour. Plus tard, Miss Taylor donne à ses élèves la consigne de dessiner une représentation de ce à quoi ils pensent quand le monde ressemblera dans 50 ans. Suite à cela, ils vont mettre leur dessin dans une capsule temporelle qu'ils vont enterrer dans le sol. Ensuite, dans 50 ans, d'autres enfants du même âge déterreront la capsule et découvriront leur dessin. Ils ont alors tout un tas d'idées, mais Lucinda, elle, dessine quelque chose de bien différent. Elle écrit des lignes et des lignes de numéros et continue même à écrire sur la table. Miss Taylor l'attend, mais finalement en a marre et décide de lui prendre le papier des mains. Lors de la cérémonie pour enterrer la capsule, Lucinda disparaît. Toute l'école la cherche jusqu'au coucher du soleil. C'est finalement Miss Taylor qui la retrouve dans le sous-sol de l'école, les mains pleines de sang. La petite supplie sa maîtresse de faire cesser les voix dans sa tête. Dans la scène suivante, on voit Nicolas Cage, ou plutôt John Costler ici, avec son fils de 9 ans, Caleb. John est un enseignant au MIT et il utilise un télescope pour observer les étoiles. On le voit ensuite parler à ses élèves des lois du déterminisme et du hasard. Ah oui, on ne l'a pas mentionné, mais nous sommes maintenant en 2009, et c'est la date de la cérémonie pour déterrer les capsules de l'école de Caleb, justement. C'est le moment pour la nouvelle génération de voir ce que les autres enfants ont dessiné en 1959. Les anciens élèves ne sont pas présents, mais la belle Miss Taylor est là, bien qu'elle ait pris un petit coup de vieux. Elle coupe donc le ruban, et une équipe déterre la capsule temporelle, et les dessins sont remis aux enfants. Au moment où c'est au tour de Caleb, il commence également à entendre ses chuchotements. Il a hérité ainsi des problèmes de Lucinda. Au moment où il commence à examiner le dessin, ou plutôt les numéros, il voit une silhouette d'un homme au loin dans les bois. Quand il rentre à la maison, John découvre ce dont Caleb a hérité, et le garçon lui dit qu'il est persuadé que ces nombres signifient quelque chose. Comme la plupart des parents, John se contente d'envoyer Caleb se coucher en lui disant qu'il est fatigué. Cependant, pour une raison étrange, il inspecte à nouveau les numéros et décide de les écrire sur son tableau pour essayer de comprendre leur signification. Selon ses déductions, il se dit que ça pourrait être des dates. Notamment lorsqu'il en voit un en particulier, celui du 11 septembre 2001. Il constate également que celui-ci est suivi par un autre nombre qui, étrangement, correspond exactement au nombre de morts. 2296 personnes ont perdu la vie ce jour-là, et la petite l'avait prédit des décennies avant cet incident. Il commence alors à tout trier et tout écrire, et grâce à Internet, en déduit que, en effet, ce sont tous des dates de catastrophes, suivies du nombre de victimes. Cependant, il y a d'autres numéros qui ne font encore aucun sens, mais attisent sa curiosité, au vu des prédictions totalement exactes de Lucinda 50 ans auparavant. Il décide alors de faire des recherches sur cette petite fille, et retourne voir Miss Taylor. Il apprend que Lucinda n'avait pas vraiment toute sa tête, et lui parle de la fois où elle a fini dans le sous-sol de l'école. Malheureusement, Lucinda est décédée il y a quelques années. Mais John ne compte pas s'arrêter là, bien au contraire. Il essaye de contacter quiconque était dans son entourage, ou a participé à cette activité de capsule temporelle. En parallèle, Caleb, à la maison, joue avec un ballon quand tout à coup, les murmures reprennent, et le même homme vu précédemment s'arrête à côté de lui en voiture, et lui remet un genre de galet noir. John essaye tant bien que mal de comprendre d'où sort cette pierre et comment Lucinda a pu décéder. Au même instant, sa sœur Grace passe les voir. John a du mal à dormir cette nuit car il est persuadé, selon ce que Lucinda a écrit, qu'il va y avoir une catastrophe le lendemain où 81 personnes sont censées perdre la vie. John veille toute la nuit et écoute les informations pour savoir si la prophétie s'avère juste. Cependant, rien ne se produit finalement. Tandis qu'il attend son fils à l'école et est pris dans les embouteillages, il aperçoit ses coordonnées sur son tableau de bord, et il se souvient avoir vu ses numéros sur la liste de Lucinda. Il a alors un déclic, les numéros qu'il ne comprenait pas s'avèrent en fait être les latitudes et longitudes. Sauf que, selon les derniers numéros, catastrophe est censée se produire exactement à l'endroit où il se trouve actuellement. Sans même avoir le temps de dire ouf, il voit un avion se cracher juste devant ses yeux. John essaye alors d'aider comme il peut les victimes, mais il ne peut pas faire plus que cela. Plus tard, nous apprenons que 4 avions se sont écrasés le même jour, faisant un total de 81 victimes. La nuit même, Phil, le collègue de John, lui rend visite pour voir si tout va bien, car il sait qu'il était sur le lieu du crash. Ils examinent alors ensemble le numéro de Lucinda, et Phil comprend ce qu'il est en train de faire.
Il lui dit alors que chacun interprète les chiffres comme il veut et qu'il ferait mieux de rester loin de tout cela, ce que naturellement il ne fera pas, et je pense qu'on ferait tous comme lui. À l'instant où Phil quitte la maison, l'homme étrange que Caleb avait vu apparaît dans sa chambre, et Caleb entend à nouveau les chuchotements au même moment. L'homme en noir pointe la fenêtre à Caleb pour lui demander de regarder, et le petit garçon voit tout partir en flammes autour de lui, une vraie fin du monde. Il hurle de toutes ses forces, et John se précipite pour le voir. Lorsque son fils lui parle de cet étrange homme, et qu'il le voit par la fenêtre, il descend en trombe pour aller lui donner une leçon, mais le temps qu'il arrive, l'homme a déjà disparu. Il se décide alors enfin à essayer de contacter la famille de Lucinda pour en apprendre plus. Après avoir suivi sa fille et sa petite de façon plutôt louche, il finit par l'aborder au musée d'histoire naturelle. La fille de Lucinda, Diane, a une fille du même âge que Caleb et les deux enfants semblent bien s'entendre. Mais John étant un peu perturbé ces derniers temps, et plus doué pour la physique quantique que pour la drague, il fait plus peur à Diane qu'autre chose, et celui-ci finit par fuir, mais le premier contact a au moins été établi. De retour chez lui, John essaye de prédire l'emplacement de la prochaine catastrophe. On voit alors que le nombre de personnes étranges qui observent la maison de John s'est multiplié, et donc il décide de passer quelque temps chez sa sœur, Grace. Lorsque plus tard il retourne chez eux, Diane et sa fille les attendent à l'entrée, et celle-ci lui révèle qu'elle savait très bien de quoi John voulait lui parler, car sa mère en parlait beaucoup également, de ces nombres, et encore plus de la date du 19 octobre, comme étant le jour où Diana allait mourir. C'est là où les prédictions sont moins fascinantes. En retour, John lui parle de son histoire et de sa femme Allison qui est morte suite à un incendie là où elle travaillait. Cet accident lui a fait commencer à croire en le côté parfois totalement aléatoire de l'univers, jusqu'à ce qu'il tombe sur la liste de Lucinda. Suite à cela, John, Diane sont avec Abby et Caleb dans la voiture, et John les emmène dans la vieille maison hantée de Lucinda. Selon lui, les derniers symboles sur la liste ne sont pas des nombres, mais plutôt des lettres. John pense que c'était 33, mais Diane lui fait remarquer que ce sont plutôt deux E inversés, qui sembleraient être des initiales. La maison de Lucinda est aussi effrayante qu'il le pensait. Là-bas, John et Diane trouvent une image qui est en fait une représentation symbolique de la vision du prophète Ézéchiel de la Bible. Diane raconte alors que Lucinda avait pour habitude de fixer cette image pendant des heures de son vivant. Soudain, John trouve des galets noirs sur le sol et sous le lit, les mêmes que celui qui a été donné à Caleb. Il décide alors de retourner le lit de Lucinda et découvre alors la réponse au code EE. Cela signifie « Everyone else », tous les autres. À cet instant, Caleb dans la voiture entend à nouveau les chuchotements et les étranges hommes en noir s'approchent de lui. Il lui demande de venir avec lui cette fois, Abby les voit également. Par chance, Caleb est un garçon plutôt malin et il a le réflexe de klaxonner pour attirer l'attention de leurs parents. Lorsque ceux-ci se précipitent dehors, John aperçoit un des hommes en noir s'en aller et décide de partir à sa poursuite, une arme dans sa main tremblante. Il arrive finalement à le rattraper, il braque l'arme sur lui, mais celui-ci se laisse faire. Il se contente de se retourner et ouvre grand la bouche, et une intense lumière éblouissante en sort, puis il disparaît. John retourne voir le groupe et les emmène loin d'ici. Il en déduit alors, selon les prédictions de Lucinda, tout le monde va mourir dès demain, mais Diane, elle, a beaucoup de mal à y croire. John s'apprête à préparer le petit déjeuner quand Abby lui montre un dessin qu'elle a fait. Il s'avère que c'est exactement le même que la représentation de la vision du prophète qu'ils ont vu chez Lucinda, à ceci près que le soleil est cette fois colorié. John a alors un déclic et se souvient que cette prophétie avait quelque chose à faire avec la fin du monde, qu'il y aurait une éruption solaire qui détruirait le monde et tuerait la moindre vie sur Terre. À vrai dire, c'est plutôt un sacré spoil, car avec le réchauffement climatique qui s'accélère, ça peut se terminer de la même façon pour nous dans peu de temps. John fonce alors immédiatement à son bureau au MIT et partage sa découverte avec son ami Phil, toujours aussi réfractaire. Changement de plan. Dès maintenant, John, Diane, Caleb et Abby rentrent préparer leurs affaires et se préparent pour partir se cacher comme ils peuvent. Au moment de partir, il se souvient du souhait de sa défunte femme qu'il se réconcilie avec son père. Il décide alors, dans une ultime tentative, de l'appeler pour qu'ils aillent se réfugier ensemble avec sa mère et sa sœur Grace. Malheureusement, son père ne semble pas vraiment intéressé et répond que si son heure est venue, alors qu'il en souhaite ainsi. Diane, qui jusqu'alors le pensait juste totalement fou, décide tout de même d'emmener les enfants se cacher dans une grotte. Sur le chemin, elle découvre que sa fille, tout comme Caleb, entend des chuchotements dans sa tête comme Lucinda. Diane est évidemment terrifiée
et s'arrête brièvement à une station essence pour acheter quelques biens de première nécessité. Naturellement, pendant qu'elle fait cela, les chuchoteurs débarquent et kidnappent leur enfant, tandis qu'elle est au téléphone avec John pour lui dire où elle est. Le temps de la conversation téléphonique, elle réalise alors que les enfants ne sont plus là et part en trombe à leur poursuite pour les sauver. Partie 10. Dans la précipitation, elle rentre de plein fouet dans un camion. L'accident est horrible, mais elle ne meurt pas sur le coup. Quelques instants plus tard, cependant, comme sa mère l'avait prédit, à minuit pile le 19 octobre, elle meurt malgré tous les efforts de l'équipe médicale pour la sauver. Au même instant, on entend aux informations que le soleil va probablement tuer tout le monde dans la journée. Gros programme. Le monde entier commence alors à paniquer. John se souvient alors que Diane lui avait parlé d'un galet noir au-dessus de la cabine téléphonique lorsqu'elle l'avait appelé, et John le récupère lorsqu'il va la voir dans l'ambulance. Il reprend alors la route et commence à filer jusqu'à ce qu'il arrive dans un endroit où il y a littéralement des milliers de galets noirs qui jonchent le sol. En arrivant sur place, il tombe sur un autre chuchoteur, bien évidemment, et très vite, sur Caleb et Abby. Cependant, il ne semble ni blessé, ni même effrayé. Caleb explique alors à John que les chuchoteurs veillaient sur eux tout ce temps, car ils les ont choisis pour recommencer tout à zéro après l'apocalypse. Par les choisir, ils entendent uniquement Caleb et Abby, et donc John va devoir abandonner son fils et le laisser partir avec les chuchoteurs, pendant que lui reste sur Terre pour affronter le châtiment. Caleb part alors avec ces étranges hommes en noir, qui en fait s'avèrent être des aliens ou des anges, enfin on ne sait pas trop, mais il va avec eux en tout cas. Puis, quelques minutes plus tard, il décolle pour partir de la planète Terre, tandis que John est livré à lui-même et s'effondre en larmes, totalement abattu. À vrai dire, il s'évanouit même et passe la nuit là-bas jusqu'au petit matin. Il remonte ensuite dans sa voiture, et sur le chemin, il constate que l'apocalypse a déjà commencé, et la population pille et saccage tout ce qu'il trouve. Il parvient tout de même à arriver jusqu'à la maison de son père, et s'enlacent tous ensemble, tandis qu'au loin, on voit le soleil tout consumé par les flammes. Lors de la scène suivante, on voit Abby et Caleb qui ont débarqué sur le Nouveau Monde, ou une nouvelle planète, on ne sait pas trop. Ils sont alors au beau milieu d'un champ de blé, et s'amusent tout en courant partout. On aperçoit alors un grand arbre, qui semble être le genre d'arbre qui a quelque chose à voir avec le bien et le mal, et tout un tas de trucs en rapport avec lui, mais on suppose que l'on comprendra tout cela que plus tard. Si vous aimez ce résumé de film, assurez-vous d'appuyer sur l'icône de la cloche après vous être abonné à notre chaîne pour découvrir des films dans à peu près tous les genres. Donnez également vos impressions sur ce film dans les commentaires et cliquez sur l'une des vidéos qui apparaît sur votre écran pour profiter immédiatement d'un autre résumé.